Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme Marc vient de le dire, moi je vais vous parler des effets sanitaires. Euh, Où est-ce qu'est mon titre? Ah voilà. En particulier les impacts du travail en horaire décalé sur la santé. On va beaucoup focaliser sur le travail de nuit parce que c'est là qu'on a le plus d'études qui nous permettent de connaître ces effets. Mais il y a en ce moment un groupe de travail à l'ANSES qui s'intéresse justement au travail en horaire atypique qui sont tous ces horaires que Marc a très bien décrits. Donc, c'est une merveilleuse introduction, je trouve, parce que on voit à quel point le monde du travail est complexe et sort de plus en plus du cadre habituel, le cadre pour lequel, dans lequel se sont adaptés les humains. On a tous évolué avec un cycle de lumière-obscurité. On voit bien que là, on sort de ce cadre et qu'on se met à travailler la nuit, début de nuit, fin de nuit, début de jour. On travaille un petit peu n'importe comment, 24 heures sur 24, et on voit bien que, enfin, on voit bien, en y réfléchissant quelques secondes, on se dit, mais on n'a pas évolué pour s'adapter à ce type de travail-là. Donc, il y a un problème d'adaptation, comme Marc l'a bien dit, l'homme s'est adapté au travail, et ça n'est pas le travail qui s'est adapté à la physiologie humaine. Donc, ça, c'est un problème, on va le voir. Alors, ça, j'avais prévu ça, mais on n'en parle donc pas. Alors, j'ai vu juste la première, peut-être la première phrase, c'est Marc a bien montré, il y a un petit décalage, on dirait. Ah, je vais peut-être avoir besoin d'une petite aide technique, parce que je clique sur le bouton, mais il ne se passe rien. Touche rémanente. Ah, voilà, super. La première phrase que j'avais notée, c'était, tu as montré ces chiffres-là où il y a eu un petit déclin du nombre de personnes qui travaillent en horaire atypique. Et les derniers chiffres qu'on a vus là dans le groupe horaire atypique nous laissent penser qu'on a dépassé les 50%. Donc on est remonté. J'allais dire le naturel revient au galop, la société revient au galop. Et finalement, on est remonté un petit peu. Je crois que c'est la dernière enquête d'ARES 2022. Et on est à plus de 50% de personnes employées, salariées et non salariées, qui effectuent du travail en horaire atypique. Donc l'horaire atypique, maintenant, ça devient l'horaire typique, quelque part. Il y a plus de gens en horaire atypique. Euh, alors, ce que Marc a bien décrit, c'est qu'il y a un grand nombre, alors par rapport à des gens qui font du travail de jour et qui ont un sommeil pendant la nuit, eh bien, celles et ceux qui font du travail en horaire atypique, alors là, j'ai pris un cas qui est le 3-8 que Marc a décrit, eh bien, on a évidemment du, est-ce qu'on a un petit pointeur? J'ai oublié de poser la question avant, ou bien je prends la petite souris. On va prendre le laser, pointeur laser. Voilà. Par rapport à ceux qui font du travail de jour et qui dorment pendant la nuit, eh bien, ceux qui font, par exemple, ici du 3-8, vont quelquefois dormir de jour, travailler de nuit, dormir de nuit et travailler de jour. Et puis à nouveau, ça va continuer. Alors là, on est plutôt dans du 2-8 d'ailleurs. Mais comme l'arc l'a bien décrit, on a toutes les rotations et tous les postes possibles. On a le 3-8, on a le 2-12 qui se développe de plus en plus dans le milieu de la santé, malheureusement. C'est le double effet qui se coule, le 2-12. C'est non seulement il y a du travail de jour et du travail de nuit, mais en plus il y a une grande amplitude qui réduit la durée de sommeil. Donc non seulement on a un sommeil à horaire décalé, mais on a en plus un sommeil de durée réduite. Euh, Certaines amplitudes peuvent être très grandes, le sens peut être horaire ou anti-horaire, le début ou la fin peuvent être très différents. Par exemple, on a des postes qui démarrent à 4 heures jusqu'à midi, d'autres 20 heures, 4 heures, mais ça peut être 21 heures le début, ça peut être 23 heures, il peut y avoir tout. Et puis, il y a énormément de combinaisons possibles. Il y en a plus de 100 chez Air France, ils nous ont présenté leur type de poste. Il y a plus de 100 types de postes différents chez Air France. Donc, ça veut bien dire que ça va créer des soucis, et ça crée des soucis. Ça, c'est le poste de travail de nuit continu, qui est celui que Marc a bien évoqué, qu'on rencontre beaucoup dans la police, chez les pompiers, dans le milieu médical, dans d'autres situations aussi. Alors, c'est un vrai problème de santé publique, on le sait maintenant depuis longtemps. Les premières études en chronobio dans les années 70-75 par Folcard en particulier ont montré qu'il y avait un problème avec le travail de nuit, qu'il y avait des troubles sanitaires, en particulier des troubles du sommeil. L'OMS a publié un rapport en 2007 qui était le premier à montrer qu'on avait plus de cancers dans le travail de nuit. C'était à partir de seulement 8 études épidémiologiques. C'était pas beaucoup, ça nous semble pas beaucoup de nos jours de dire que la conclusion peut être qu'il y a une augmentation de cancer dans le travail de nuit. Mais il se trouve que ces conclusions ont été aussi trouvées dans le rapport HAS qui a été dirigé par Damien Léger, qui a été rendu en 2012. Et puis celui qu'on a rendu en 2016 avec l'ANSES montre que cette augmentation de la prévalence du cancer, elle s'observe à partir de 26 études épidémiologiques maintenant et d'un grand nombre d'études en laboratoire chez l'humain et chez l'animal. Et on a maintenant des niveaux de preuve qui nous permettent de dire quel est le risque associé au travail de nuit.
Alors ça, pour revenir sur ce rapport qu'on a rendu, je vous conseille d'aller le parcourir. Il est gratuit et disponible sur Internet. Vous tapez travail de nuit en cesse et vous allez tomber dessus. Qu'est-ce qu'il a conclu? Alors, il a plusieurs niveaux de preuve. Alors, c'est caché sur mon écran. Voilà. Il y a un effet avéré. Il y a suffisamment d'études pour dire qu'il y a un effet avéré du travail de nuit sur la somnolence. Somnolence en dehors du travail de nuit, mais aussi dans le poste de nuit, pendant le poste de nuit. La qualité du sommeil et la réduction du temps de sommeil, effet avéré, et effet avéré de la survenue du syndrome métabolique. Pour le dire rapidement, c'est souvent une augmentation de troubles cardiovasculaires, une augmentation de troubles métaboliques avec prise de poids, et éventuellement du diabète. Il y a aussi un effet probable. Alors probable, c'est juste en dessous d'avéré. Ça veut dire que quasiment toutes les études vont dans le même sens, sauf peut-être une, et donc ou quelques études qui ne montrent pas d'effet ni dans un sens ni dans l'autre. Mais l'effet est très élevé, ça reste très élevé. C'est le même niveau que la conclusion de l'OMS, l'effet probable. Troubles de la santé psychique, plus de troubles des performances cognitives, intellectuelles, plus d'obésité et de perte de poids, de prise de poids, pardon, plus de diabète de type 2, plus de maladies coronariennes, alors c'est les ischémies et les infarctus du myocarde, et plus de cancer. Et puis, il y a un effet possible. Là, il n'y avait pas suffisamment d'études, mais les études qui ont été publiées depuis 2015 maintenant vont dans ce sens. Donc, le prochain rapport va sans doute les faire passer en probable et certains des probables en avérés. Plus de dyslipidémie, plus d'acide gras dans le sang, plus d'hypertension artérielle et plus d'accidents vasculaires cérébraux. Et puis là, il y avait assez peu d'études, elles étaient assez contradictoires, mais globalement, en prenant tout ça en compte, les experts ont conclu que le travail posté, incluant une partie de nuit, conduit à plus d'accidents pendant le poste, mais plus d'accidents qui sont généralement pas du tout comptabilisés comme des accidents du travail, alors qu'ils le devraient, c'est des accidents au retour à la maison après le poste. Donc il y a un vrai souci. C'est tous ces effets sanitaires qui sont généralement observés en dehors du poste de travail ne sont souvent pas considérés comme des accidents du travail ou des soucis ou des problèmes de santé liés au travail. Et donc il faut que les mentalités changent, c'est-à-dire que notre conseil est à tous ceux et celles qui souffrent de troubles sanitaires liés à leur, en tout cas, qui pourraient être liés à leur poste de travail, eh bien doivent consulter leur médecin du travail et leurs médecins généralistes les mettre en lien de manière à ce que la prise en charge puisse être faite. Alors, les effets sanitaires, ça c'est important, du travail de nuit, du travail posté, dépendent de nombreux facteurs. Heureusement, toutes celles et ceux qui font du travail de nuit ou du travail posté ne vont pas avoir de troubles. Heureusement. Mais selon les études, c'est entre 30 et 40% de ceux qui font du travail de nuit qui vont avoir des troubles euh, mineurs pour la plupart et un peu plus graves pour d'autres. Et ces effets dépendent de ces facteurs de risque. Alors, selon son âge, on n'aura pas le même effet. La plupart du temps, les travailleurs de nuit arrêtent leur travail de nuit après 10, 20 ans, puis les dernières années n'en peuvent plus, donc demandent à passer en travail de jour. Selon le sexe, selon la structure circadienne, ça c'est selon le chronotype. Les personnes qui sont du soir, des couches tard, lève tard, ont plus de facilité avec le travail de nuit, alors que les couches tôt, lève tôt auront évidemment plus de facilité avec le poste du matin. Donc il va y avoir comment dire, une difficulté qui sera d'autant plus importante que le chronotype ne correspond pas au poste de travail. Mais ça n'est évidemment jamais pris en compte. Et puis, selon la personnalité et le comportement des travailleurs, selon les stratégies de sommeil, c'est surtout selon la durée de sommeil nécessaire. Les petits dormeurs, en général, s'en sortent mieux que les grands dormeurs. Et puis, selon l'état de santé, évidemment, si on est en bonne santé générale, eh bien, on aura moins de difficultés à supporter son travail posté ou son travail de nuit. Donc, tout ça va dépendre d'un ensemble de phénomènes. Ce qu'on a appris au cours des années, c'est que l'altération de l'horloge circadienne, on va en parler, l'horloge biologique, et l'altération du sommeil, eh bien, sont des facteurs de risque majeurs, qui semblent plus importants encore que l'effet de l'âge, que l'effet du sexe, que l'effet des habitudes et de l'état de santé. Alors, c'est quoi l'horloge circadienne dont on en parlait? Eh bien, alors le schéma est peut-être un peu petit, l'horloge circadienne, c'est une structure biologique qui se trouve dans le cerveau. Et c'est elle qui régule nos rythmes biologiques, nos rythmes de 24 heures. Et cette petite structure, eh bien, quand on enregistre son activité dans les laboratoires, eh bien, on observe qu'elle est rythmique. Ça ressemble un petit peu à un électrocardiogramme, sauf que là, on a un pic toutes les 24 heures. Et cette activité rythmique, elle est endogène, elle est régulée par des boucles moléculaires, donc on ne peut pas la changer. C'est quelque chose qui nous appartient. En gros, on l'a à la naissance et on l'aura jusqu'à la fin de nos jours. C'est quelque chose de très intrinsèque. Ça explique pourquoi ceux qui sont du matin, quand ils sont petits, ceux qui se réveillent très tôt,
ne vont pas devenir des gens du soir. Il va y avoir une évolution à l'adolescence, mais ils vont pas devenir des gens du soir. De même, les gens qui sont couche-tard, lève-tard, les enfants qui sont couche-tard, lève-tard, ils vont pas devenir couche-tôt, lève-tôt en vieillissant. Ils vont avancer éventuellement un petit peu, mais c'est quelque chose de très intrinsèque, de très endogène et moléculaire. Donc, on ne va pas changer ça. Euh, c'est proche de 24 heures, cette rythmicité. Et donc, c'est très important parce que si c'est proche de 24 heures, ça veut dire, bon, il va y avoir un peu de dérive. Si c'est quelques minutes, si c'est 24 heures et 10 minutes, eh bien, ça va prendre du retard, 10 minutes par jour. Ou si c'est 23 heures et 50 minutes, ça va prendre de l'avance, 10 minutes par jour. Donc la nature a mis en place des mécanismes qui permettent de maintenir cette horloge parfaitement en synchronie avec la journée de 24 heures. Et ces mécanismes passent par la lumière. C'est la lumière de notre environnement qui est le plus puissant synchroniseur de notre horloge biologique. Et cette lumière va agir au niveau de l'œil. Ça n'est pas au niveau de la peau, c'est pas ça n'est pas au creux du genou, comme certaines études l'ont publié il y a quelques années, c'est vraiment au niveau de l'œil. Si on enlève l'œil, on n'a plus de synchronisation de l'horloge. Si on est aveugle, on n'a plus de synchronisation de l'horloge dans la plupart des cas. Et cette horloge, bien remise à l'heure par la lumière, va pouvoir exprimer des rythmes biologiques à tous les niveaux de l'organisme, on va en parler, au bon moment. C'est-à-dire que la mélatonine, qui est une hormone dont vous avez peut-être entendu parler, c'est une hormone qui est sécrétée pendant la nuit. Elle est importante, on pense, pour l'installation du sommeil, le maintien du sommeil. Cette hormone, elle est sécrétée la nuit, pas parce qu'on éteint la lumière, comme on le voit encore dans certains livres, mais parce que l'horloge déclenche la sécrétion de cette hormone. Si on est en constante lumière pendant 24 heures ou en constante obscurité pendant 24 heures, on a le même profil de mélatonine. On va avoir un petit peu moins, un petit peu plus, mais on ne va pas changer la sécrétion. Elle a lieu pendant la nuit parce que l'horloge déclenche la sécrétion pendant la nuit. La température corporelle, elle chute parce qu'on dort, parce qu'on est immobile, mais aussi parce que l'horloge fait chuter la température, et ça c'est important pour la stabilité du sommeil au cours de la nuit et l'installation du sommeil. Et puis ici en bas, on a une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est impliquée dans la réaction au stress. Eh bien, cette hormone, elle doit être minimale au début de la nuit. Ça va permettre l'installation du sommeil. Si on a un stress avant le coucher, eh bien, on aura du mal à s'endormir. Donc, l'horloge va promouvoir la diminution de cette sécrétion en début de nuit. Et puis, l'horloge va permettre l'augmentation de la sécrétion le matin. Et ça, ce sera très utile parce qu'elle va permettre de mobiliser les sucres, par exemple. Elle va permettre de réagir au premier stress de la journée, qu'est le lever ou le réveil qui sonne. Donc l'horloge, elle est vraiment très importante pour permettre d'anticiper et d'exprimer les mécanismes biologiques au bon moment. Ça, c'est une image qui montre, ah, j'ai perdu la couleur, une image qui montre euh, ce qu'on appelle un enregistrement des cycles veille-sommeil chez quelqu'un qui s'appelle Michel Siffre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui nous a quittés en août dernier. Michel Siffre, il a, en août, oui, le dernier, c'est 2024. Michel Siffre, il a passé plusieurs fois des séjours dans une grotte. Et ce qu'il voulait vivre, lui, c'était des conditions hors du temps. Il se disait, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau de batterie est faible. J'imagine qu'il faut peut-être cet ordinateur, toutes les branches. Euh, Michel Siffre, il a passé un mois dans une grotte, 50 jours dans une grotte. Et il a enregistré, enfin en tout cas, il était relié à la surface par un téléphone. Et à chaque fois qu'il allait se coucher, il téléphonait en disant, voilà, je vais me coucher. Et les gens notaient l'heure. Et quand il se levait le matin, enfin le matin, quand il se réveillait, qu'il avait la sensation qu'il avait fini sa nuit, il téléphonait en disant, je viens de me réveiller. Lui, il n'avait pas de montre, il était à 100 mètres sous terre, aucune idée de l'heure qu'il était dans l'environnement naturel, dans le cycle lumière-obscurité de l'environnement euh, voilà, extérieur. Et donc, il ne savait pas quelle heure il était. Il allait se coucher quand il avait sommeil, il se levait quand il était réveillé. Et voilà ce qu'on observe au cours du temps. Donc, chaque ligne jaune, c'est la position du sommeil dans les 24 heures. Ici, c'est environ 22 heures. Et ici, c'est 8 heures du matin. Donc, on voit qu'au début, c'est 52 jours. On voit qu'au début, Michel Sive se couchait à peu près à des horaires normaux. Que le jour 2, il s'est décalé un petit peu, il s'est endormi un peu plus tard. Le jour 3, c'est là. La nuit 4, la nuit 5, la nuit 6. Vous voyez qu'au cours du temps, les nuits de Michel Sive se sont décalées progressivement. Il n'y avait rien dans l'environnement qui lui permettait de savoir quelle heure il était. Son horloge, elle, déclenchait le sommeil un petit peu plus tard tous les jours et déclenchait le réveil un peu plus tard tous les jours. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous a appris? Ben, ça nous a appris, alors il n'était pas le premier, il était le deuxième à montrer ça, mais ça nous a appris que, eh bien, quand on n'a pas un cycle lumière-obscurité environnementale parfaitement calé sur les 24 heures, eh bien, notre cycle veille-sommeil, donc notre horloge biologique, ne va pas être calé sur les 24 heures. Elle perd cette synchronisation avec le cycle jour-nuit. Et eh bien, qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque un décalage progressif des horaires de sommeil dans cette situation-là. Il se passe la même chose chez les aveugles, qui sont soit qui n'ont plus d'yeux, parce qu'ils ont été enlevés pour des raisons médicales ou esthétiques, ou bien qui ont une rétine très endommagée.
Eh bien, il se passe la même chose. L'horloge n'est plus synchronisée, la lumière ne synchronise plus l'horloge. Donc, il y a bien un cycle lumière-obscurité environnementale, il fait nuit et jour, mais leur horloge dérive progressivement. Et de temps en temps, ils dorment bien quand leur nuit biologique est en phase avec la nuit solaire. Quand la nuit biologique est en phase avec la nuit solaire, ils dorment bien. Mais il va falloir quelquefois un mois, voire 2 mois, pour que le cycle retombe en phase avec la journée et la nuit solaire. Donc, ça va poser des problèmes de troubles du sommeil récurrents chez ces aveugles. Donc, l'horloge, elle va provoquer ça. Elle a une propre vitesse endogène, une propre période endogène. Et on voit que chez le CIF, sa période, elle est de 24 heures et 30 minutes. Sans lumière, elle prend 30 minutes de retard, cette horloge, tous les jours. C'est pas la même vitesse chez tous. Ici, on voit une étude qui a été menée par Jean Duffy aux États-Unis, qui a étudié 157 personnes, qu'elle a fait venir au laboratoire et qu'elle a étudié de manière très précise. Et elle a pu voir que dans la population alors, générale de cette étude, eh bien, la vitesse de l'horloge, elle varie entre 23h30 et 24h30. On pense que c'est le cas pour 95% de la population. Qu'on soit jeune ou vieux, ça ne change pas la vitesse de l'horloge. En moyenne, on est proche de 24 heures, c'est 24,15. 24 heures et 10 minutes. Mais ça n'est pas exactement 24 heures. Qu'est-ce qui est important à retenir? Ben, c'est que les individus qui ont une horloge, une période courte, eh bien, on peut imaginer la période est courte, ça veut dire que la journée ne dure pas 24 heures, mais un peu moins. Donc, ça a tendance à provoquer des couchers un peu plus tôt et des levées un peu plus tôt. On appelle ça des couche-tôt, lève-tôt ou des chronotypes du matin. Ceux qui ont une horloge plus lente, une période longue, eh bien, l'horloge elle a tendance à prendre du retard. La journée biologique est de plus de 24 heures. Ce sont classiquement les couches-tard ou les chronotypes du soir. Et ça nous renseigne déjà parce que quand on est un chronotype du soir, on a une horloge qui est naturellement prend du retard. Et c'est ça qui permet aux travailleurs de nuit et aux gens qui font du poste du soir eh ben, d'être plus à l'aise dans ce poste-là que ceux qui sont du matin, qui ont une horloge qui a tendance à prendre de l'avance. Alors, ce qui est important aussi, c'est que cette horloge, puisqu'elle n'a pas une vitesse exactement calée sur les 24 heures, eh bien, il va falloir qu'elle soit resynchronisée. Et cette resynchronisation, elle s'effectue par la lumière, comme on l'a mentionné. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Quelque chose qui est important, c'est de comprendre que notre environnement lumineux, il est très important évidemment pour synchroniser notre horloge. Et donc notre propre comportement, il va avoir une influence sur la capacité de notre environnement à synchroniser cette horloge. Ici, c'est une étude dans laquelle un participant a été prélevé par le biais d'un petit cathéter dans une veine du bras toutes les 30 minutes pendant 10 jours dans cette étude. Alors le volume était tout petit, il est toujours en vie, je crois. Il n'y a pas eu de souci. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on mesure cette mélatonine dont j'ai parlé tout à l'heure. Pendant la journée, elle n'est pas sécrétée. Pendant la nuit, elle est sécrétée. On a ici un pic de mélatonine nocturne. Le jour 2, on a la même chose. Le jour 3, on a la même chose. Si on mesure en moyenne quand est-ce qu'elle démarre cette sécrétion, eh bien, on la trouve à 22 heures. Si on expose ce sujet à de la lumière en début de nuit, jusqu'au milieu de la nuit, c'est ça qui se passe. On a retardé l'horloge avec cette exposition à la lumière en début de nuit. Le soir, la lumière retarde l'horloge et le matin, la lumière avance l'horloge. Alors, il y a tout un tas de rythmes biologiques. On n'a pas que la mélatonine dans l'organisme, évidemment, qui est rythmique. On a le cycle veille-sommeil, bien sûr. C'est l'horloge qui va contrôler la position du sommeil dans les 24 heures. Si on retarde son horloge, on retarde son sommeil. On retarde aussi son système nerveux autonome, c'est le système cardiovasculaire, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les performances cognitives sont contrôlées par l'horloge. La raison pour laquelle on est moins performant en début de soirée, c'est parce que l'horloge, en début de soirée, elle va chercher à promouvoir le sommeil et induire la somnolence. Elle ne va pas chercher à promouvoir les performances cognitives. L'humeur est régulée par l'horloge biologique. Nos collègues psychiatres vont peut-être en parler. L'activité motrice, la puissance musculaire, peut-être que Damien va en parler. La mémoire, certaines hormones, on a parlé de la mélatonine, le cycle cellulaire, c'est la division de nos cellules. On ne comprenait pas en 2007, quand l'OMS a dit qu'il y avait plus de prévalence de cancer, on ne comprenait pas bien pourquoi. Et on comprend maintenant un peu mieux pourquoi. C'est parce que certains mécanismes impliqués dans la division cellulaire sont directement régulés par l'horloge. Donc en perturbant l'horloge, on va perturber la division cellulaire. Il y a d'autres mécanismes impliqués, mais ça, c'en est sans doute un. Et puis on a des horloges dans le reste de l'organisme. Ça, cette image-là, elle est très ancienne. Je ne l'ai pas mise à jour depuis 2010. Depuis, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux. Et ces travaux montrent que eh bien, l'horloge biologique, elle est vraiment au cœur de la physiologie et de la santé humaine parce que elle va contrôler un ensemble de mécanismes dans l'organisme. Elle va aussi contrôler un ensemble d'horloges en périphérie qui sont dans le cœur, le poumon, le foie, à peu près partout. Et donc, vous imaginez maintenant, on a un réseau d'horloges, on a une horlogerie très complexe. Et cette horlogerie, eh bien, elle est maintenue en phase avec l'environnement
grâce à la lumière et au cycle lumière-obscurité, qui va maintenir ces horloges en phase entre elles et avec l'environnement naturel. Donc, comme le travail de nuit ne permet pas l'exposition à un environnement naturel, ben, il faut imaginer qu'on va perturber toute cette belle horlogerie. Alors, combien me reste-t-il de temps? 5 minutes? 5 minutes? Zéro? Zéro? Moins un? Moins 5? Fini? Ouais, mais j'étais embêté hein, par le. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est deux images qui vous montrent que pourquoi est-ce qu'on peut se dire, on a parlé tout à l'heure de l'exposition à la lumière, si les travailleurs de nuit sont exposés à la lumière pendant la nuit, eh bien, ils devraient devenir des animaux nocturnes. Hein, ils devraient avoir de la lumière pendant la nuit qui va les permettre de, de bien travailler et puis d'avoir une horloge qui va finalement devenir une horloge d'animal nocturne. Eh bien, ce n'est pas le cas. Marie Dumont, notre collègue canadienne, elle a mené une étude en 2001, puis 2007, puis 2011, et puis on a refait une il y a un petit peu moins longtemps, en 2016, je crois. Qu'est-ce qu'elle montre? Alors, elle a mesuré de la mélatonine chez ses infirmières. 30 infirmières. Chaque ligne, c'est l'heure pendant laquelle la mélatonine est sécrétée. Alors, vous voyez, la première, elle sécrète sa mélatonine entre 16 heures et 6 heures du matin. La deuxième, un peu plus tard. La troisième, ici. Il y a un grand groupe ici qui sécrète sa mélatonine eh bien, pendant la nuit, globalement, on va dire entre 22 heures et peut-être 6 heures, 7 heures du matin. Et puis, il y a quelques infirmières ici. Toutes ces infirmières, elles faisaient du travail de nuit depuis au moins 2 ans, et pour certaines, depuis 20 ans. Toutes ces infirmières ne sont pas synchronisées au travail de nuit. Pourquoi? Ben parce que 73% de ces infirmières ont une mélatonine qui est encore sécrétée la nuit, pendant leur poste de travail. Or, la mélatonine, elle est là pour induire la somnolence, pour faire chuter la température corporelle, faire chuter les performances cognitives. La mélatonine ne permet pas à ces infirmières d'être bien éveillées, d'être totalement opérationnelles et surtout d'être en bonne santé. Parce que ça, c'est un signe que l'horloge circadienne, elle n'est pas du tout elle est pas du tout en phase avec le travail de nuit. Leur mélatonine devrait être sécrétée pendant le sommeil. Donc non seulement elles ont des altérations de leur fonctionnement pendant leur poste de travail, mais elles vont avoir un sommeil de mauvaise qualité, puisqu'elles vont dormir pendant leur journée biologique, pas pendant leur nuit biologique. Donc ça permet de comprendre que si l'horloge ne se synchronise pas, eh bien on a les troubles, puisqu'on vit en décalé par rapport à l'heure interne. Toutes les régulations physiologiques qui sont contrôlées par cette horloge, ça va déclencher des activités physiologiques au mauvais moment. Ça va déclencher de l'éveil pendant la période du sommeil, ça va déclencher du sommeil pendant la pause de travail, ça va déclencher de la chute de pression artérielle pendant le poste de travail, ça va déclencher une chute de l'humeur pendant le poste de travail, etc., etc. L'horloge est finalement relativement peu synchronisée. 73%, elles ne sont pas du tout synchronisées. 10% où ça va être la cata totale parce qu'elles sont même avancées. C'est-à-dire qu'elle, le matin, quand elle rentre à la maison pour se coucher, eh bien, il est à peu près l'équivalent à peu près l'équivalent du milieu de la journée. Elles cherchent à dormir au milieu de leur journée, donc ça ne va pas du tout fonctionner. Et puis, seulement 16% vont être synchronisés. Donc, chez un certain nombre, il n'y aura pas de problème. Chez un certain pourcentage, il n'y aura pas de difficulté. Donc, même après plusieurs années de travail de nuit, l'horloge n'est pas synchronisée dans la grande majorité des cas. Et puis, peut-être celle-ci qui permet de faire une synthèse sur les différents postes, parce que vous allez me dire, mais oui, mais alors tout le monde ne fait pas du travail de nuit, c'est un peu la condition extrême. Et c'est vrai, tout le monde n'en fait pas. Il y a un grand nombre, on a vu les chiffres à peu près entre 15 et 20%, mais tout le monde n'en fait pas. Ça, c'est le poste de travail de nuit. Si on mesure la mélatonine, eh bien, comme on vient de le dire, la mélatonine, elle est sécrétée pendant la nuit lorsqu'on fait du travail de jour. Lorsqu'on fait du travail de nuit, elle reste sécrétée pendant la nuit. Donc, l'horloge ne bouge pas quand on passe de travail de jour à travail de nuit. Elle ne suit pas. Quand on fait des postes qui sont des rotations rapides, on a entendu dire, on l'entend, que les rotations rapides sont plutôt bonnes, en tout cas mieux vécues. Et c'est sans doute le cas, même s'il n'y a pas beaucoup d'études comparatives entre les différents postes. Mais c'est sans doute le cas, mais regardez, quand le poste est un poste du matin, la mélatonine est sécrétée pendant le sommeil, c'est bien. Quand on fait un poste de l'après-midi, la mélatonine est sécrétée pendant le sommeil, c'est bien, mais un peu tôt. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à somnoler un peu avant de se coucher, et puis on va sans doute se réveiller un peu tôt, parce qu'on ne pourra pas dormir jusqu'au bout de la nuit permise. Et puis quand on fait du travail de nuit, eh bien, vous voyez qu'on est à nouveau dans des situations décalées. Donc une fois sur trois, et sans doute plus, pas loin de 2 fois sur 3, on est dans des situations de désynchronisation de l'horloge. Donc ça ne marche pas non plus, même dans les cas des rotations rapides. C'est sans doute la meilleure comme on le pense, parce que vous voyez que on peut dire que quasiment 1 fois et demi sur 3, on est dans une situation qui va nous permettre de dormir pendant la nuit. Donc déjà, c'est déjà ça de gagner. Et puis, si on veut savoir combien de temps il faudrait pour que l'horloge soit synchronisée, eh bien, c'est des situations extrêmement rares qui existent. C'est ceux qui travaillent euh, sur des plateformes pétrolières. Ceux qui travaillent sur des plateformes pétrolières, eh bien, surtout ceux qui travaillent au-dessus du cercle polaire,
eh bien, il n'y a plus réellement de cycle jour-nuit, il fait noir presque tout le temps. Donc, ils en profitent souvent pour se bloquer un horaire. Et dans certains postes très particuliers, les opérations doivent avoir lieu la nuit. Donc, ils font que du travail de nuit pendant 3 mois avec des week-ends, mais c'est tout le temps du travail de nuit. Et quand ils sont en week-end, eh bien, leur pause, c'est ils restent sur l'horaire de nuit. Ils vont être réveillés pendant la nuit et ils vont dormir pendant la journée. Eh bien, regardez, ça se produit cette synchronisation. Au début de leur poste de nuit, leur mélatonine est sécrétée la nuit, donc pas au bon moment. Et puis, progressivement, elle s'adapte. Et on voit qu'il faut 13 jours. Donc, il faut 13 jours de poste fixe et de vie fixe pour que l'horloge puisse se synchroniser. Autant dire que dans la vie réelle, ça n'arrive quasiment jamais, parce que quand on fait du travail de nuit, on ne fait évidemment pas 13 nuits consécutives. On va avoir des pauses, des week-ends, des vacances, etc. Donc cette situation-là, dans les conditions de vie normales, dans la plupart des cas, ça ne se produit pas. Donc, quel que soit le type d'horaire décalé incluant du travail de nuit, l'horloge biologique ne se synchronise pas, généralement pas, elle reste synchronisée à la journée solaire. Donc voilà, pour finir, maintenant, on a une meilleure idée de pourquoi on a l'ensemble de ces troubles sanitaires à tous les niveaux de l'organisme. Il y en a sans doute plus. On en découvre régulièrement de nouveaux troubles. On comprend mieux maintenant les mécanismes. Peut-être le point important, c'est le tout dernier. Je ne vais pas vous faire lire tout ça. Le tout dernier, c'est quoi les recommandations actuelles en matière de travail de nuit? Eh bien, c'est de parler de ces troubles à son médecin, quand on en a, de ne pas considérer que ça va se résoudre seul. Quand on commence à mal dormir, quand on commence à avoir des troubles de l'humeur, euh, quand on commence à avoir une prise de poids, quand on commence à avoir, etc., eh bien, on en parle à son médecin du travail et à son médecin généraliste pour pouvoir faire prendre ça en charge le plus vite possible. Et puis les recommandations de l'ANSES dans le rapport qu'on a rendu, c'est il faut augmenter la vigilance pendant le poste de travail parce qu'il y a beaucoup d'accidents du travail pendant les postes de nuit, beaucoup trop, et puis beaucoup d'accidents du travail au retour à la maison, beaucoup d'accidents au retour à la maison, et qui peuvent être évitables. Donc il faut augmenter la vigilance durant le poste, et il faut optimiser le sommeil pendant la journée. La combinaison d'une bonne hygiène de sommeil, plus de lumière pendant le poste de travail. On a tendance à éteindre la lumière ou à baisser les lumières quand on travaille de nuit, parce qu'on est des animaux diurnes et on n'aime pas la lumière la nuit. Pourtant, il faut l'augmenter pour augmenter la vigilance et synchroniser l'horloge. Il faut porter des lunettes de soleil après le poste de travail le matin quand on rentre à la maison. Alors attention, si on conduit sa voiture, il faut éviter. Pourquoi? Parce que ce port de lunettes évite à la lumière de retarder l'horloge, enfin, de décaler l'horloge dans le mauvais sens. Le problème, c'est que la lumière permet aussi d'augmenter la vigilance. Donc quand on est au volant d'une voiture, on évite de mettre ses lunettes de soleil après un poste de nuit, parce qu'on risque de s'endormir encore plus rapidement au volant. Donc quand on rentre à la maison en vélo, en bus, en tramway, en métro, eh bien on peut évidemment mettre ses lunettes de soleil. Et puis, la sieste, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, et l'exercice. Sieste durant et avant le poste, on peut bloquer cette pression de sommeil qui est très élevée quand on commence son poste, juste avant de commencer son poste par une sieste. Et puis, durant le poste, si possible, c'est encore peu proposé par les entreprises, mais il faudra que ça change. L'INSV y contribue à faire passer le message qu'il faut encourager une sieste courte pendant le poste de travail quand la pression de sommeil est très élevée. Voilà, je vous remercie.